Et vous, l'océan, ça vous fait penser à quoi ? Paisible. Vaste. Silence. Bleu. Puissance. Terrifiant. Vacances. Penser à l'océan, c'est penser à une douce brise revigorante lors d'une balade le long des côtes, à des vacances bercées par le clapotis des vagues, loin du stress. Mais au-delà de ce tableau apaisant, l'océan porte un symbolisme fort. Omniprésent dans les mythologies du monde entier, il évoque l'inconnu, et même parfois le danger, mais aussi l'aventure et le voyage. Le roman d'aventure n'est d'ailleurs pas pour rien, ayant placé la navigation au cœur de ses récits. Ce genre littéraire dépeint des quêtes dangereuses et pleines de défis dont les héros doivent se tirer vainqueurs. Le marin fait face à l'immensité d'un milieu qui n'est pas celui dans lequel il évolue naturellement, rendant ses aventures d'autant plus extraordinaires. Vous connaissez peut-être par exemple le capitaine Hatteras, ce personnage qui brave les mers glacées du pôle Nord sous la plume de Jules Verne. Ou encore Le Loup des mers, roman de Jack London, qui incarne la puissance et la grandeur du milieu marin. Ces aventures illustrent la confrontation entre l'homme et un océan à la fois indomptable et fascinant. Un espace de défis et de découvertes. Ces récits confèrent à l'océan une dimension presque magique, un monde de trésors enfouis et de créatures mystérieuses, où les règles terrestres semblent s'effacer. Sous cette immensité et ces mythes, pourtant, se cache un écosystème délicat, précieux et de plus en plus vulnérable. Comme la forêt, l'espace marin est perçu comme une grande force de la nature, une puissance qui dépasse l'homme. On peut être victime de ces vagues immenses ou se perdre dans son infinité. Les bateaux peuvent y couler et être engloutis dans ses profondeurs. Il suscite aussi une crainte ancestrale de ce qui l'abrite. Créatures inconnues ou peut-être même monstres marins. Mais aujourd'hui, les monstres de l'océan se trouvent-ils vraiment en son sein ? L'océan est-il encore assez effrayant pour en tenir l'humain éloigné ? N'est-ce pas à présent la force humaine qui pèse sur l'espace marin, bien plus que ses puissances naturelles ? Ces questions, nous nous les sommes posées pour vous proposer ce podcast. L'océan nous évoque d'abord un monde magnifique, mais nous savons qu'il est également un environnement en danger qu'il faut protéger. C'est pourquoi nous vous invitons à embarquer avec nous pour en percer les secrets. Radio Océan, c'est 3 épisodes pour mieux comprendre les mystères, les enjeux et les solutions qui entourent ce monde menacé. Alors, si l'océan nous fascine et occupe une place centrale dans nos récits et nos imaginaires, il reste, à bien des égards, un territoire encore en grande partie inconnu. Mais au fait, savez-vous à l'heure actuelle quelle est la part de ce milieu que l'homme a réussi à explorer ? C'est une question que nous avons posée autour de nous. 40%? 10-20%. On n'a que 3% de connaissances des fonds marins. 5%. 40%. Ce que l'on remarque, c'est que peu de monde est capable d'estimer précisément la part des océans explorés. En réalité, elle s'élève à seulement 5% et environ 25% de leur surface a été cartographiée. Cela dit, pour mieux comprendre, nous avons interrogé Delphine Thibault. Elle est enseignante-chercheuse à la faculté d'Aix-Marseille et océanographe biologiste au sein de l'Institut méditerranéen d'océanologie. Voici ce qu'elle nous a expliqué. C'est vrai qu'on connaît très très peu de choses, passé 200 mètres de fond. C'est ce que j'ai écrit du coup, qu'on avait à peu près cartographié 20%. 20% et c'est surtout la bande proche des continents, la bande côtière qui est bien cartographiée. Et il y a des grands espaces dans les océans où on n'a aucune donnée. Son intervention met en lumière une réalité frappante. Oui, les moyens techniques et financiers se sont considérablement améliorés, permettant une meilleure connaissance des scientifiques et du grand public sur le monde marin. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ces profondeurs étaient perçues comme vides, hostiles à la vie et presque inaccessibles. Toutefois, il existe encore beaucoup de zones inexplorées, en particulier loin des côtes, dans des régions difficiles à explorer ou peu étudiées. Mais alors, pourquoi est-il si difficile d'accéder à ces profondeurs et d'approfondir nos connaissances de l'espace marin ? Nous avons demandé à Sandrine Ruiton, qui est enseignante-chercheuse à l'université d'Aix-Marseille. Elle établit ses recherches au MIO, particulièrement sur des questions liées à l'écologie et à l'impact humain. Laissons nos intervenantes vous éclairer sur ce sujet. Alors en fait, l'exploration du milieu marin est beaucoup plus difficile que celle de l'espace. Sachant que généralement en dessous de 500 mètres de profondeur, on n'a plus aucun photon de lumière naturelle qui arrive, donc on est dans le noir total. Mais bien avant, à partir de 200 mètres, on a déjà l'impression d'être dans le noir total si on est juste équipé de l'œil humain. Bien sûr, si on a des appareils physiques de mesure de la lumière, on pourra détecter encore quelques photons. Et on a une méconnaissance assez importante de ce qui se passe dans les grandes profondeurs. On connaît relativement bien parce que les outils qu'on utilise dans nos recherches
sont tout à fait appropriés, on va dire les 100-200 premiers mètres des océans, mais nos océans peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, et donc on n'a pas obligatoirement beaucoup d'outils. Et la limite de l'exploration, elle est surtout technique, parce qu'il faut des gros moyens pour pouvoir explorer les fonds marins. Bon, la plongée sous-marine, mais la plongée sous-marine, c'est limité en profondeur. C'est surtout les sous-marins, les robots, moyens technologiques et moyens financiers. Parce que, en fait, on est capable quand même de fabriquer et d'avoir des outils technologiques très avancés. Mais tout ça, ça coûte très cher. Dès qu'on doit aller en mer, on pourrait comparer ça à la recherche spatiale. La recherche spatiale, ça coûte extrêmement cher. Et c'est bien sûr le facteur limitant. Leur réponse souligne les défis majeurs de l'exploration marine. Et effectivement, dans ces zones extrêmes, la pression peut atteindre jusqu'à 1000 fois celle de l'atmosphère. Avez-vous d'ailleurs déjà entendu parler du point le plus profond des océans ? La fosse des Mariannes, avec ses 11 000 mètres de profondeur, reste en grande partie inexplorée, les missions y étant rares et extrêmement coûteuses. Outre la pression, les conditions géographiques et climatiques extrêmes compliquent encore davantage l'exploration. Les régions proches des pôles, par exemple, sont couvertes de glace presque toute l'année. Sous cette glace, en Antarctique, se cachent des écosystèmes marins uniques, encore très peu étudiés. Cette difficulté d'accès a un impact direct sur notre connaissance de la biodiversité marine. Selon certaines estimations, plus de 80% des espèces marines restent à découvrir ou à identifier. Il en reste des millions. Je pense qu'on connaît à peu près 20-25% des espèces marines. En fait, on ne sait pas du tout ce qui vit dans les grandes profondeurs, ou très mal. Quasiment chaque on va dire pénétration avec un sous-marin dans les grandes profondeurs ramène de nouvelles images, de nouvelles espèces. On retrouve même de la vie sous-marine dans les zones les plus profondes. Alors bien sûr, c'est pas une vie exubérante comme ce qu'on a sur le littoral. Ça va être de la vie relativement discrète. Beaucoup de micro-organismes, des bactéries par exemple, et puis des poissons aussi, bien sûr. Donc dès qu'on va explorer une nouvelle zone de l'océan, que ça soit en profondeur ou alors dans des zones même pas profondes mais où on va pas très souvent, on découvre des nouvelles espèces par exemple. Et lié à ces espèces, on va aussi découvrir des nouvelles fonctions biologiques, des nouveaux modes de vie. Mais alors, quels sont actuellement les moyens mis en place pour continuer à étendre nos connaissances ? Et à quel point est-on encore capable d'explorer les eaux de notre planète ? Donc actuellement, on essaye de développer de nouveaux outils qui vont permettre déjà d'aller prélever de l'eau dans les grandes profondeurs. Et plus on va en profondeur, plus la pression augmente. Donc on essaye aussi d'étudier l'augmentation de cette pression avec des systèmes dans les laboratoires qui reproduisent la pression dans le milieu naturel pour comprendre comment les organismes dans les grandes profondeurs existent et de comparer à ce qu'on connaît dans les petites profondeurs. Là on a aussi du développement de robots sous-marins qui permettent d'évoluer sur le fond des océans et de faire des captations souvent visuelles et sonores pour justement permettre d'acquérir de nouvelles données. Les pays qui sont développés, ils ont quand même une recherche en océanographie qui est dotée de moyens assez importants. Pour la France, alors bien sûr, on se plaint toujours, on n'a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de personnel, etc. Mais on a quand même à notre disposition des bateaux océanographiques, on a des équipes de recherche. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les fonds privés. Il y a beaucoup de fondations qui financent de la recherche privée. Et ça aussi, ça permet de découvrir des nouvelles choses. Je sais pas, par exemple, Tara, c'est financé par des fonds privés. Il y a Under the Pole aussi, c'est une grosse association qui fait de la recherche océanographique, etc. Donc il y a aussi des fonds privés qui permettent de faire des découvertes. Et d'ailleurs, par exemple, le dernier qui est allé dans la fosse des Mariannes, c'est-à-dire au point le plus profond de l'océan, c'est James Cameron avec son sous-marin privé. Tout au long de ce premier épisode, nous avons partagé avec vous les connaissances transmises par nos deux intervenantes. Et bien que nous ayons mis tout notre cœur dans cette recherche pour vous offrir un contenu captivant, il nous reste encore une limite. Nous n'avons jamais eu l'opportunité de plonger nous-mêmes dans ces profondeurs marines. Pour enrichir la présentation des océans que nous vous proposons dans ce premier épisode, nous accueillons un habitué de ce milieu. Marc, vous êtes plongeur depuis maintenant de nombreuses années. Alors oui, j'ai commencé la plongée, j'avais 13 ans et j'en ai 56, donc je plonge depuis de nombreuses années effectivement. Jusqu'à quelle profondeur vous avez déjà plongé ?
Il faut savoir que la plongée amateur se fait, contrairement à ce qui est dit dans tous les romans, notamment d'aventure, se fait avec de l'air comprimé et non pas de l'oxygène, et que ça a des limites puisque l'oxygène contenu dans l'air devient toxique à partir d'une certaine profondeur, et tout dépend en fait des personnes qui vont être plus ou moins sujettes à ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Donc les limites, c'est de l'ordre de 60 mètres, c'est ce que j'ai fait en plongée au maximum. Et est-ce que avec les nouvelles technologies, vous trouvez que c'est plus facile d'accéder à certains endroits? Alors les nouvelles technologies pour la plongée, elles sont avant tout liées à la sécurité du plongeur, puisque avant le plongeur se référait à des tables qui lui permettaient, en fonction de la profondeur à laquelle il était allé, de déterminer les paliers de décompression qu'il devait faire pour remonter en toute sécurité. Puisqu'en fait, quand on plonge, on assimile de l'azote dans les tissus et dans le sang. Et quand aussi on remonte trop vite, cet azote va se retransformer en gaz et avoir des conséquences dramatiques, plus ou moins dramatiques, mais qui peuvent aller jusqu'au décès du plongeur. Et donc la nouvelle technologie a permis de ne plus utiliser ces tables. Aujourd'hui, on a des ordinateurs de plongée et ils vont avoir l'avantage de calculer au plus juste ces paliers, et du coup, finalement, on s'en sort mieux qu'avec des tables directement comme à l'ancienne. On voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, notamment de plongeurs, qui permettent de montrer un peu la pollution sous-marine. Et est-ce que vous avez remarqué des changements justement au fil des années? Alors, plus spécifiquement encore dans un milieu qui nous est tout à fait proche, puisqu'il s'agit de la Méditerranée. J'ai commencé à plonger en Méditerranée, et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à 13 ans. Et effectivement, j'ai pu voir et constater que le milieu marin et sous-marin de la Méditerranée s'était fortement dégradé, et certaines espèces que j'avais pu voir étant jeune avaient disparu, et fort heureusement, j'aurais tendance à dire que ça a tendance à s'améliorer quelque peu aujourd'hui, avec notamment le corail qui revient. Et est-ce que au fil des années où vous avez plongé, il y a eu des moments un peu risqués, des moments compliqués, ou est-ce que ça s'est toujours bien passé? J'ai des souvenirs de plongées plus ou moins risquées, notamment les plongées en Bretagne, qui sont vraiment des plongées qui peuvent être plus dangereuses, parce que c'est l'océan, et que l'océan est plus mouvementé, on va dire, que la mer Méditerranée, et j'ai eu l'occasion, d'avoir de belles frayeurs, notamment pour aller une fois sur un site de plongée. La mer était quelque peu démontée. Le professionnel qui nous accueillait, mon frère et moi, avait eu un problème de bateau, et on lui avait prêté un bateau qui n'était pas un Zodiac, qui était un ersatz, on va dire une copie d'un Zodiac, une copie qui s'est avérée très très dangereuse. On a failli rester en mer avec ce bateau. Quand on est ressorti de la plongée, la mer était vraiment démontée. On était à plus d'1 heure de la côte. À un moment donné, le bateau était complètement plein d'eau, et on s'était pris les bouteilles sur nous lors de très grosses vagues. Oui, donc ça avait été un moment dangereux. Puis plongée de nuit, une fois aussi où j'accompagnais quelqu'un, et c'était sa première plongée de nuit. Elle avait paniqué, et ça avait été un peu angoissant. Et vous avez quand même plongé dans plusieurs endroits, mais est-ce qu'il y a un endroit que vous rêvez de découvrir? Alors j'ai fait effectivement des plongées assez magiques, notamment en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu, en mer Rouge. Donc ça, c'était des endroits magnifiques, et j'aimerais retourner notamment en Nouvelle-Calédonie, parce que les plongées, j'ai des souvenirs de raies manta et de requins pratiquement à toutes les plongées, c'était magnifique. Mais des endroits, oui, j'aimerais bien faire des plongées, notamment au Mexique, dans des trous d'eau qui se trouvent en pleine forêt, où on a une eau complètement cristalline, et paraît-il superbe. Il y a beaucoup de gens qui sont thalassophobes, c'est-à-dire qui ont peur des océans ou de la mer, et ça peut être lié à nos représentations, façonnées en partie par les musiques, les films ou les livres. On peut notamment parler des Dents de la mer. Et puisque vous êtes aussi musicien, j'en profite pour vous demander si vous pensez à des musiques qui ont justement influencé cette vision du milieu marin. C'est un bel exemple, effectivement, la musique de John Williams, des Dents de la mer, c'est vraiment ce qui a fait que le requin de Spielberg a pu paraître effrayant, parce que on est un film qui date des années 70, 74 peut-être, si je me rappelle bien, et du coup les effets spéciaux sont pas foufou, et le requin en lui-même ne fait vraiment pas peur, et c'est la musique, et c'est d'ailleurs le premier partenariat réellement entre Spielberg et John Williams qui a rendu ce requin angoissant. Et les quelques 3-4 notes qu'il y a sur cette musique rappellent tout de suite au spectateur du film, ou même quand il n'a pas le film, que c'est angoissant.
On a imaginé beaucoup de choses sur la mer et même à l'époque de Jules Verne, où on a 20 milieux sous les mers, où on a les monstres marins qui sont des prédateurs et qui vont chasser et qui vont tuer, alors même que, je rappelle, le requin tue en gros 7 personnes par an, alors que le moustique en tue 300 000. Je voulais savoir si vous aviez en tête des musiques qui symboliseraient peut-être l'océan d'une autre manière. Alors des musiques qui symbolisent la mer, oui, il y a des choses qui rappellent le monde du silence, qui font un peu la féerie de la mer. Il y a notamment la musique de l'aquarium dans le carnaval des animaux de Saint-Saëns, une symphonie de la mer de Vaughan Williams où c'est vraiment la tempête et ça symbolise vraiment la force et la puissance marine. Quoi d'autre, un grand compositeur de musique de film qui est français, Desplat, qui a composé la musique de La Forme de l'eau, et ça illustre bien le monde marin. C'était Radio-Océan, un podcast organisé par 3 étudiantes de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. On espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction disponible sur notre page Instagram Radio-Océan avec un 0 pour le haut. Et on se retrouve très prochainement pour 2 autres épisodes pour en apprendre plus sur les océans. L'océan, c'est aussi un monde qui apporte énormément, des inspirations aux artistes, des endroits où on peut se ressourcer, où on peut profiter de la nature. Si un jour, l'océan devient entièrement pollué, si on n'a plus ces paysages magnifiques, si tous les coraux sont détruits, il y aura plus de tourisme, il y aura plus d'inspiration.